Je ne suis pas du genre à embrasser le conflit avec enthousiasme. Néanmoins, certaines situations exigent une attention particulière, car les mots, une fois prononcés, peuvent altérer une relation de manière irréversible. Bien qu'il ne faille pas fuir la confrontation en toutes circonstances, il convient d'exercer sa prudence quant au choix des batailles à mener. Si l'on reconnaît l'inutilité de persuader un ami, un frère, une sœur ou un compagnon cher sur une question insignifiante, la gratification éphémère d'exprimer son opinion vaut-elle vraiment le risque d'une brouille permanente? Le nœud du problème réside dans le fait que l'inaction, comme dans la situation présente, peut souvent précipiter des conséquences plus désastreuses que n'importe quelle confrontation. Ayant achevé mes préparatifs, j'ai méticuleusement analysé mes observations. Me considérant comme un observateur perspicace, j'avais noté l'interaction entre Haley et Jake lors du rassemblement au bord de la piscine chez notre voisin la semaine précédente. Il semblait qu'elle cherchait le moindre prétexte pour se trouver en sa compagnie, une association qu'il semblait accueillir favorablement. Les légers contacts qu'ils échangeaient, les regards furtifs à travers la pelouse lorsqu'ils se croyaient inobservés, l'arrêt brutal des conversations lorsqu'ils sentaient un examen attentif, c'étaient là autant de signes révélateurs. Mon cœur s'est serré en voyant la femme à qui je portais une si profonde affection se comporter de la sorte, mais je restais convaincu que leur idylle n'avait pas encore progressé jusqu'à l'intimité physique. Je nourrissais l'espoir qu'une intervention opportune puisse encore éviter la catastrophe imminente. Je m'appelle Greg Johnson et j'ai récemment quitté le monde de l'entreprise. Je réside dans un quartier plutôt agréable, situé à environ 20 minutes du centre-ville. Cet endroit offre un accès facile aux commodités de la vie urbaine tout en offrant un répit face au bruit incessant et à la foule grouillante. Ma demeure se trouve dans une rue paisible et pittoresque, peuplée de voisins amicaux, le genre d'environnement où l'on se sent en sécurité en laissant les enfants jouer dehors. Haley et Mark habitent 2 maisons plus loin que la mienne, et je les tiens en haute estime. Âgés d'une trentaine d'années, ils me rappellent mes propres enfants, et il m'est arrivé de leur offrir à tous deux des conseils professionnels et personnels. Bien que j'ai partagé le dîner avec eux à quelques reprises, mon lien avec Mark s'est renforcé. Il m'a aidé pour de petits travaux de réparation dans la maison et, en retour, je l'ai conseillé pour obtenir des conditions plus favorables lors de l'achat de leur véhicule. Nous supportons la même équipe sportive, et il me rejoint souvent pour regarder les matchs, car Haley n'est pas passionné de sport et préfère éviter que leur salon ne soit rempli d'encouragements bruyants. Mark travaille dans un cabinet d'expertise comptable et part tôt chaque matin, tandis que Haley travaille comme gérante de nuit dans le restaurant familial, restant généralement à la maison pendant quelques heures supplémentaires. Vers la fin de la matinée, Haley était toujours chez elle, ce qui m'a incité à saisir l'occasion de lui parler en privé, sous prétexte de lui rendre quelques outils que j'avais l'intention de rendre à Mark. Je me suis rendu à leur domicile et j'ai sonné à la porte. Quelques instants plus tard, Haley a ouvert la porte, vêtue d'une robe attrayante, quoique légèrement révélatrice. « Salut Greg. Avez-vous besoin de quelque chose? Si vous cherchez Mark, j'ai bien peur qu'il soit au travail. » Bonjour, Haley. Non, je n'ai pas besoin de parler à Mark pour le moment. J'ai encore quelques outils qu'il m'a prêtés et je suis en train de les rendre. Où dois-je les mettre? Oh, il est très pointilleux sur l'endroit où ces outils sont rangés, donc je ne suis pas sûr. Si cela ne vous dérange pas, laissez-les simplement sur la table dans le garage, et il s'en occupera plus tard. Elle m'a dirigé vers la porte du garage, l'a ouverte et a fait un geste vers la table. J'ai soigneusement placé le sac que j'utilisais habituellement pour transporter les outils et je les ai retirés, en les disposant soigneusement à leur place. Haley m'a souri. Merci d'être passé. Je le dirai à Mark. Voudriez-vous une tasse de café? Je viens d'en préparer, il est donc frais. Merci, Haley, ce serait très gentil. En fait, je voulais vous parler. Et de quoi vouliez-vous parler? A-t-elle demandé, me conduisant dans la cuisine et me versant une tasse de café noir. Vous ai-je déjà dit pourquoi il n'y a pas de Madame Johnson? Ai-je demandé, m'installant sur l'une des chaises et me réchauffant les mains sur la tasse. Non, je ne sais pas. Je pensais que vous étiez soit divorcé, soit veuf, étant donné que vous avez des enfants, mais je ne voulais pas m'immiscer dans votre vie personnelle. Son expression trahissait une pointe de malaise face au sujet de notre conversation. Si je comprends bien, vous et Mark prévoyez d'essayer d'agrandir votre famille dans quelques années. Je lui ai souri, en prenant une généreuse gorgée dans la tasse chaude. Eh bien? Elle a hésité. Oui, c'est le plan. Atteindre certains objectifs professionnels clés, établir un filet de sécurité financière, puis être en mesure de s'offrir des enfants sans que cela n'affecte négativement nos trajectoires professionnelles. Mon ancienne épouse,
Émilie, et moi partagions autrefois de nombreux intérêts communs. J'étais jeune et gravissais rapidement les échelons dans le secteur du conseil. Elle était enseignante, et nous avions tous les deux des revenus respectables. Enfin, surtout moi, mais nos finances étaient partagées. Il était crucial pour nous deux qu'elle conserve son emploi, au moins jusqu'à ce que nous ayons des enfants. Cependant, nous avions convenu qu'une fois que ce serait le cas, elle ne reprendrait pas son travail. Sur une période de 10 ans, nous avons eu 3 enfants, et au moment où notre plus jeune a commencé l'école, je gagnais suffisamment d'argent pour qu'il n'y ait aucune raison pour elle de reprendre le travail. Je me suis arrêté, réfléchissant à mes prochains mots, tandis qu'elle me regardait nerveusement. Il était évident qu'elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle je racontais tout cela, mais elle était trop polie pour le demander directement. J'en ai profité. Nous, les personnes âgées, pouvons parfois nous permettre des récits décousus, car les gens ont tendance à être plus patients avec nous. C'est là que les problèmes ont commencé. J'ai commencé à consacrer de longues heures au travail, et en rentrant à la maison, je n'avais plus l'énergie de me battre avec une maison remplie d'enfants. Après une journée de travail de 12 heures, la dernière chose que je souhaitais était d'aider mon fils à faire ses devoirs ou de donner le bain aux petits et de les mettre au lit. Bien sûr, ce n'était que mon point de vue. Au moment où j'arrivais à la maison chaque jour, Émilie avait déjà passé toute la journée avec 3 enfants énergiques, et elle avait besoin de répit. De son point de vue, je ne remplissais pas mes obligations de père, tandis que de mon point de vue, ce n'était pas ma responsabilité. Étant donné que c'était moi qui gagnais l'argent, et non qui gérais la maison, notre relation s'est détériorée, et parfois, nous avons même commencé à nourrir du ressentiment l'un envers l'autre. N'aurais-tu pas simplement pu chercher un autre emploi qui t'aurait permis d'être plus souvent à la maison, même s'il était moins bien payé? Si Émilie était retournée au travail, vous auriez probablement gagné à peu près la même chose à vous deux. Et vous auriez pu partager les responsabilités de la garde des enfants de manière plus équitable. Oui, tu as raison. Avec le recul, je réalise que c'est précisément ce que nous aurions dû faire. Nous serions peut-être encore mariés aujourd'hui si nous l'avions fait. Malheureusement, nous ne l'avons pas fait. C'est facile de le voir maintenant avec le recul, mais à l'époque, je courais après l'association. La carotte proverbiale au bout du bâton. Je possédais les compétences requises, mais d'autres aussi. Et pour me distinguer, je devais travailler tout aussi assidûment qu'eux, seulement plus longtemps. En substance, je n'ai cessé de sacrifier ma famille pour avoir la possibilité de devenir associé. En gravissant les échelons, j'ai également commencé à assumer de nouvelles responsabilités, ce qui comprenait plusieurs voyages d'une semaine hors de la ville pour rendre visite à certains clients. J'ai soupiré et regardé par la fenêtre. Le soleil était haut dans le ciel clair, mais il y avait peu de gens dehors, car c'était un jour de travail. C'est précisément pour cela que mon mariage s'est effondré. À l'époque, j'étais soumis à un stress immense au travail. Je gérais des projets colossaux qui exigeaient généralement des semaines de 80 heures. Et en rentrant à la maison, je rencontrais 3 petits tourbillons qui exigeaient toute mon attention et une femme épuisée qui avait besoin d'une pause. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais j'ai eu de nombreuses occasions de m'écarter du droit chemin, et je les ai saisies. À l'époque, je ne considérais pas vraiment cela comme de la tromperie. Pour être franc, cela ne s'est produit que lorsque j'étais absent. Notre vie sexuelle était déjà inexistante, et je n'avais aucune intention de la quitter. Malgré tout, j'aimais Émilie, et 20 ans plus tard, je l'aime toujours. Cela ne m'a pas empêché de la trahir et de lui causer de la douleur, même si ce n'était pas mon intention. Comment l'a-t-elle découvert? Demanda Haley, son intérêt piqué. Je n'étais pas aussi discret que je le croyais. Elle a dû me soupçonner, engager un enquêteur et tout révéler. Étant donné que nous partagions nos finances, elle avait également accès à l'argent. En une semaine, j'ai reçu les papiers du divorce, et moins d'1 an plus tard, j'étais de nouveau libre. J'ai tout fait en mon pouvoir pour éviter le divorce. Je l'ai supplié de rester, j'ai suggéré une thérapie familiale, j'ai même proposé de démissionner de mon travail. Mais elle n'a rien voulu entendre. Au cours des dernières années, nous avions laissé notre relation se détériorer à tel point qu'après cette trahison, il n'y avait plus aucune possibilité de réconciliation. Au début, j'appréhendais de rentrer à la maison retrouver mes enfants. Et plus tard, j'appréhendais de rentrer à la maison parce qu'ils n'étaient plus là. Tant d'années plus tard, je pouvais parler de ces jours avec détachement, mais une ombre de douleur persistait sur mon visage, et elle l'a probablement remarqué. Je suis désolé d'entendre ça. Ne le sois pas, Haley. Je le méritais.
bien que j'ai eu l'impression que la faute n'était pas uniquement la mienne. Je ne peux pas vraiment reprocher à Émilie ses actions. Notre partenariat avait des problèmes que nous aurions pu résoudre tous les deux, mais c'est moi qui nous ai détruits. Nous aurions tous les deux pu faire plus, mais elle ne m'a jamais infligé de douleur de la manière dont je lui en ai infligé. Peut-être que cela sonne comme des paroles vides, mais même après 20 ans, je l'aime toujours. Je suppose que maintenant, c'est plus une version idéalisée d'elle que la personne réelle. On ne se voit plus très souvent, comme tu peux l'imaginer. Tu n'as jamais trouvé quelqu'un d'autre? Pas exactement. Le tribunal a accordé à Émilie la garde exclusive, et j'ai obtenu un droit de visite flexible. Ce qui voulait dire que je pouvais me plonger complètement dans mon travail, en négligeant le reste de ma vie, et ne passer que quelques week-ends par mois avec mes enfants. De temps en temps, j'ai croisé des femmes. Mais au final, aucune d'entre elles n'a souhaité rester une fois qu'il est devenu clair que j'étais marié à mon travail. Et Émilie, elle? A-t-elle trouvé quelqu'un d'autre? Pas dans les premières années, non. Une mère célibataire avec 3 enfants, c'était trop pour la plupart des hommes, et elle avait déjà fort à faire pour les élever. Mais quand nos enfants ont grandi et qu'elle a eu plus de temps libre, elle a commencé à fréquenter un collègue professeur, et finalement, elle l'a épousé. Tu sais, c'est l'ironie du sort. Elle était l'amour de ma vie. Et pourtant, elle sera bientôt mariée à un autre homme depuis plus longtemps qu'elle ne l'a été avec moi. C'est difficile de s'accommoder de l'idée que pour la personne la plus importante de votre vie, vous n'êtes qu'un souvenir désagréable. Je ne sais honnêtement pas quoi dire, ai-je avoué. Mais, Greg, éclaire-moi, pourquoi me révèles-tu tout ça? Et c'était tout. Allait soupçonner que je possédais certaines informations et cherchais à en déterminer l'étendue. Eh bien, ai-je commencé, mes regrets concernant Émilie n'ont pas cessé avec notre divorce. Pendant longtemps après, j'ai entretenu l'idée que j'avais encore une chance de la reconquérir. Et j'ai essayé de faire tout ce qui était en mon pouvoir, y compris en impliquant les enfants. Je leur ai fait comprendre que, malgré mon infidélité, je regrettais mes actes et que je voulais me réconcilier avec elle. J'ai présenté la situation de telle manière que c'était elle qui avait choisi de dissoudre notre mariage et de briser notre cellule familiale alors qu'on aurait encore pu la sauver. Les 2 plus jeunes enfants n'ont jamais succombé à mes idées farfelues, et il a fallu des années pour réparer ces relations. Même maintenant, je sens qu'ils gardent une certaine distance avec moi. J'assiste à leurs réunions de famille, mais ils ne me rendent jamais l'appareil en venant me voir. Tu as mentionné les 2 plus jeunes, mais qu'en est-il de l'aîné, a-t-elle demandé. Il semble que tu entretiennes une relation privilégiée avec Jake. Jake, ai-je répété. Jake est mon plus grand regret et mon plus grand échec. Au moment de notre divorce, il était assez âgé pour se souvenir des premières années de notre mariage, avant que la tension ne devienne omniprésente. Il était adolescent quand nous nous sommes séparés, et quand moi, son père, je parlais de réunir la famille, sa mère refusait. Je ne l'ai pas précisément encouragé, mais je n'ai jamais explicitement déclaré que sa mère n'était pas à blâmer. Il a rendu la vie d'Émilie extrêmement difficile jusqu'à ce qu'il parte à l'université, et il est resté plus proche de moi que les 2 autres. J'ai failli à mon rôle de parent, et je suis responsable du fait que sa boussole morale est déréglée. J'ai dit, la fixant d'un regard direct, que veux-tu dire par sa boussole morale déréglée? Il a l'air d'un type normal. Est-il impliqué dans quelque chose de louche? Je ne suis pas aveugle, ai-je répondu. J'ai observé la façon dont vous vous regardez tous les 2. Après votre première rencontre à ce barbecue chez moi, il a commencé à inventer des excuses pour venir me voir plus souvent. Soudain, il se renseigne sur les fêtes de piscine dans mon quartier, il passe me voir au milieu du week-end, mais il passe moins d'1 heure avec moi. Aujourd'hui, il m'a demandé si je voulais dîner, et quand j'ai suggéré un déjeuner ou un café dans l'après-midi à la place, il a prétendu qu'il avait déjà des projets. Je soupçonne que ces projets vous concernent. J'ai peur que Jake ait une prédilection pour les femmes mariées, et tu ne serais pas la première sur laquelle il a jeté son dévolu. Je ne suis pas certain de l'origine de cette propension. Mon exemple l'a-t-il en quelque sorte persuadé que l'infidélité est chose courante, ou essaie-t-il de punir sa mère en détruisant les mariages des autres? Quelle que soit la raison sous-jacente, le résultat reste le même. J'aime mon fils, mais je ne l'apprécie pas. Allez éviter mon regard, alors j'ai saisi l'occasion de continuer. Je ne comprends pas pourquoi tu acceptes même ses avances. Il est évident pour moi que tu aimes Marc. Réfléchis bien à tes actes. Peut-être que tu ressens de l'anxiété concernant la prochaine étape de ta vie.
Peut-être que c'est une crise de la quarantaine. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je ne sais pas, ai-je soupiré, prenant une gorgée dans ma tasse. Mais je peux t'assurer que ça ne se terminera pas bien, Allais. Si je l'ai observé, je suis certain que d'autres l'ont remarqué aussi. Tôt ou tard, quelqu'un en parlera à Marc, et il découvrira la vérité. Imagine l'expression sur son visage quand cela arrivera. Souhaites-tu vraiment porter la responsabilité de causer de la douleur à l'homme même que tu prétends aimer? Ce n'est pas vrai, a-t-elle rétorqué. Jake n'est qu'une distraction. C'est Marc que j'aime. Il est inutile de dissimuler quoi que ce soit avec moi. J'ai déjà été à votre place. En vérité, chaque effort que vous investissez en Jake constitue une trahison envers Marc. Ce sont précisément ces efforts que vous négligez d'investir dans votre mari. J'espère sincèrement que vous n'avez pas encore franchi la ligne rouge, mais vous ne pouvez pas vous octroyer une parenthèse loin de votre mariage et escompter y revenir quand cela vous arrangera. C'est très gentil de votre part, marmonna-t-elle. Bien, répondis-je. Je supposais qu'elle commençait à ressentir du ressentiment parce que je la forçais à assumer la responsabilité de ses actes. Et précisément parce que c'est moi, je possède le droit d'en parler. Le chemin que vous empruntez, j'ai vu son aboutissement, et il n'est pas agréable. Je vous implore de reconsidérer vos actions. Et si vous désirez véritablement quitter Marc, alors informez-le en premier. Vous lui devez au moins cela. Si votre mariage ne vous apporte plus satisfaction, alors quittez-le. Ou efforcez-vous de le réparer. Mais ne vous engagez pas dans l'infidélité. Vous êtes au-dessus de ça. Pourquoi est-ce que cela vous importe? Pourquoi vous en mêlez-vous? Est-ce une tentative particulière d'expier votre propre culpabilité, ou quelque chose de ce genre? J'aimerais pouvoir, répondis-je. J'aimerais sincèrement que ce soit possible. Mais non, il n'y a pas de rédemption pour ce que j'ai fait. Je doute que j'aurais pu persuader mon jeune moi de ne pas faire les choix qui ont finalement mené à la dissolution de mon mariage. À l'époque, j'étais arrogant, avec la tête enfoncée dans mon propre derrière. Maintenant, je m'efforce d'être meilleur, et l'opportunité d'éviter une erreur se présente directement devant moi. C'est pourquoi je déploie tous les efforts pour rectifier mes erreurs et vous accorder, avouez à Marc, la possibilité d'être heureux, ensemble ou séparément. Je la remerciai pour le café et me levai, la laissant plonger dans ses pensées. J'ignorais ce que Allais ferait, mais j'espérais qu'elle tenterait de sauver son mariage. Si elle ne le faisait pas, eh bien, j'appréciais Marc, et je n'allais pas le laisser dans l'ignorance. Je comprenais que cela pourrait se transformer en une simple affaire de parole contre parole, et comme Allais était sa femme, Marc accorderait probablement plus de crédit à son récit qu'au mien. Mais j'étais préparé. En refermant la porte derrière moi, je désactivai l'enregistreur, espérant ne pas être contraint de l'utiliser. Suite à cette confrontation, je décidai de m'attaquer à l'autre facette de l'affaire qui me préoccupait. Jake était mon fils, et il était grand temps que j'intervienne. Plus tard dans la soirée, je lui parlerai, lui offrirai une opportunité et lui proposerai mon aide, mais il lui appartiendrait de l'accepter ou non. Allais et Marc ont ensuite cultivé une vie prospère ensemble, et Greg est devenu le parrain de leur premier enfant. Jake, cependant, ne voulait pas ou ne pouvait pas dévier de son chemin tortueux jusqu'à ce que quelqu'un finisse par atteindre ses limites et s'assure que Jake ne puisse plus physiquement perpétuer son schéma de destruction de mariage. Som den der, eller hvad hedder sådan en der? 2-6, der er et eller andet, der bliver ved med at bevæge sig herover, og det tilter mig. Hvordan minimerer jeg den der ting i toppen af skærmen? Den der top-gifter ting, den bevæger sig af en eller anden grund. Jeg kan ikke kan det. Fedt. Oh my. Jeg er ikke ekspert. Det er jeg godt nok heller ikke. Jeg skal med på en badebillet, føler jeg. Sådan der. Hov. Hallo, må vi få en outfit of the day? Ja, det må du da godt. Tror jeg. Sig det
hvad er det, hun siger? En ode til det, eller sådan noget, jeg ved ikke. Hvor langt skal jeg væk, for I kan se mig? Okay, jeg havde jo knappet skjorten før, right? Shit! Oh my god! Jeg var vælte min pelikan, altså. What the fuck? Shake booty, tak. This is not a fly stream. God dreng. Du er da for lækker, tak for det. Din ben gør et med skufferne. Ej, jeg er sgu ligeglad. Der er krig nu. Sådan det. Lav lige en spand her. Du har ikke tid til det der. Vi kan ikke se. Det er også rigtigt. Tak. Hvorfor er jeg nede under den der? Sådan der. Nej, hold nu kæft, please. Jeg læser ikke chat med i dag. Jeg kan ikke mere. Jeg bliver rage-baited. Spørgsmålet er, om jeg overhovedet behøver at gå tilbage til den der Mushroom Island, eller om jeg bare skal finde lavapøl. Jeg har altid tid til Fireflies, ikke? Men der kommer ud af skyggerne, så snart der er uge til det. Skær lige en tomat og en agurk, hvis det er okay. Umiddelbart. Jeg skal nok sige til, hvis jeg ombestemmer mig dog. Så vi skal have Jonas med til Esbjerg med næste gang. Ja, selvfølgelig skal vi det. Jeg spurgte jo faktisk om... Nej, jeg kommer faktisk i tvivl, om jeg overhovedet spurgte nu. No mind. Du har ikke spurgt mig om noget. Nej, det kan være, jeg ved det ikke, jeg har tænkt det så. Næste gang vi tager på stadion, Jonas, der skal du med. Det var sgu hyggeligt. Så lader vi bare dig sangene også, det tænker jeg er fint. Lol drikker også en logo, #twins, okay, lykke. Så er det vist fint, at du fik unban igen. Det er tanken, der tæller. Det er også lidt det, jeg tænker. Umiddelbart, ikke? Kan allerede en sang. Okay, prøv at synge den så. Jeg vil gerne høre. Men altså, det fede ved sådan nogle sange, det er, de plejer at være sådan 4 sætninger, ikke? Og så synger du dem bare 40 gange, så de er ret nemme at lære. Nogle af dem. Ja, gider vi bande Icon. Det var nice. Jeg skal bare tage den båd derude.